Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Michael Hudson pour parler de la crise économique mondiale dévastatrice provoquée par la guerre en Iran et aussi, en quelque sorte, de ce qui devient une compétition pour le futur ordre économique mondial, celui qui émergera quand l'ordre actuel prendra fin. Merci, comme toujours, d'être de retour dans l'émission. C'est toujours un plaisir d'être ici, parce que les questions que vous posez concernent la façon dont l'économie mondiale, dans son ensemble, est en train d'évoluer. Oui, et il se passe tellement de choses en même temps. On vit vraiment, encore une fois, une période historique où l'architecture économique des 4-20 dernières années est en train de s'effondrer sous nos yeux. Et les gens aimeraient savoir ce qui pourrait venir après tout ça. Et aussi comprendre comment les différents acteurs réagissent. Vous avez publié tout récemment un excellent article intitulé « Reporter l'hiver financier mondial ». Pour combien de temps? Je le recommande à tout le monde. Le lien est dans la description. Alors je me suis dit qu'un bon point de départ, ce serait les marchés de l'énergie. Parce que c'est évidemment un choc majeur pour l'économie mondiale. La guerre menée par les États-Unis contre l'Iran plonge en fait tous ces marchés internationaux de l'énergie dans la crise. Je me demandais si, selon vous, il y a malgré tout un aspect positif pour les États-Unis dans ces problèmes énergétiques. Eh bien, les marchés de l'énergie, c'est à peu près tout. Prenez les engrais, par exemple. On me dit qu'en Inde, les prix des engrais ont déjà fortement augmenté. Et aux États-Unis, ils montent tellement que les agriculteurs disent que s'ils doivent payer l'engrais, le matériel et tous les autres intrants dont les prix flambent, ils ne pourront tout simplement pas gagner d'argent sur leur récolte. Bien sûr, les prix des cultures pourraient eux aussi grimper, parce que partout dans le monde, il va y avoir une pénurie de récoltes sans engrais. Mais les agriculteurs doivent d'abord aller à la banque et emprunter avant de pouvoir dépenser pour les semis du printemps et de l'été. Et ça, en général, ça veut dire vendre la récolte à l'avance, à un prix garanti. Du coup, ce sont les grandes entreprises, celles qui font le commerce des récoltes, qui vont empocher les gros bénéfices, pas les agriculteurs. En réalité, ils se font complètement avoir. Et bien sûr, ce sont eux qui restent les plus fidèles à Trump et aux républicains. Donc forcément, ils peuvent se permettre de léser les agriculteurs, puisque leur base électorale est là. Mais il n'y a pas que ça. L'industrie pharmaceutique est aussi concernée. Tout ça vient de ces engrais, les produits pharmaceutiques aussi. Déjà, l'hélium a déjà été coupé, et ça perturbe le fonctionnement des appareils d'imagerie dans les hôpitaux, ainsi que la congélation cryogénique des puces informatiques. Ensuite, il y a simplement l'énergie de base pour les transports, surtout les carburants d'avions très raffinés. Ce sont eux qui ont déjà entraîné d'importantes réductions dans les vols prévus par les compagnies aériennes pour cet été, pour la saison touristique. Donc l'énergie, en réalité, c'est toute l'économie. Et souvent, on entend des analyses un peu simplistes qui disent « l'énergie représente 10% du PIB, donc le PIB baissera de 10%. » Mais ça, c'est pas très utile parce qu'il faut toute une série d'éléments pour fabriquer un produit. Et si vous n'avez pas l'énergie nécessaire, ça veut dire que tout le reste ne peut pas être utilisé non plus. Et vous avez du chômage dans l'industrie manufacturière. L'aluminium a déjà été réduit parce qu'en réalité, l'aluminium, c'est de l'électricité transformée pour le raffinage électrolytique de la bauxite. Tout au long de la chaîne, l'impact sera supérieur à 10%. Et le génie de la position politique de l'Iran, c'est de dire, si vous, le reste du monde, ne stoppez pas les États-Unis et Israël dans leur volonté de nous détruire, ce qui est leur menace explicite, ils vont faire sauter tous nos ponts
Ils vont détruire toute notre capacité de raffinage. Ils vont anéantir notre production d'électricité. Ils vont provoquer un changement de régime et rétablir un État policier comme celui du Shah, celui-là même qui avait conduit à la révolution pour le renverser en 1979. Et si vous restez simplement là, à regarder le monde ignorer tout le corpus du droit international et les lois de la guerre que la Charte des Nations Unies était censée faire respecter, alors nous ne sombrerons pas seuls. Nous allons emmener avec nous les autres producteurs de pétrole arabe. Et ça va provoquer une telle pénurie que cela entraînera une dépression internationale pire que celle des années 30. Et si elle est pire que la Grande Dépression, c'est parce qu'à l'époque, c'était surtout une crise financière. Là, on parle d'une réduction de l'énergie disponible et du flux physique des biens qui fait partie du processus de production lui-même. Et ça, on ne peut pas le résoudre simplement en effaçant des dettes, ni en disant « mettons en place une économie de guerre » ou « faisons du keynésianisme militaire pour sortir de la dépression ». C'est bien plus grave. Donc, pour l'économie mondiale, tout le monde va en souffrir si les autres pays ne restructurent pas la manière dont le commerce mondial, les paiements, la finance et la gestion des réserves internationales sont organisés. Peut-être ça oui, Rakesheim. Et cela demande vraiment une réforme des Nations Unies, ou même parfois une réforme plus simple encore. Créer une toute nouvelle institution, une nouvelle organisation des Nations Unies, plutôt que d'essayer de réparer quelque chose d'aussi abîmé par l'ingérence des États-Unis et par la corruption. Pas seulement la corruption liée au droit de veto que les États-Unis utilisent pour empêcher l'ONU de faire quoi que ce soit d'important qui ne leur convienne pas, mais aussi la corruption de l'Agence de l'énergie atomique qui agit en gros comme un espion au service du terrorisme israélien contre l'Iran. Et puis, il y a le fait que les États-Unis poussent l'ONU à la faillite en refusant de payer leurs contributions et qu'ils bloquent toute initiative internationale pour faire face au réchauffement climatique et remplacer les énergies fossiles. Le pétrole et le gaz, pour commencer, avec soit l'énergie atomique, soit l'énergie solaire, ou encore l'énergie éolienne, ou d'autres alternatives. Donc c'est tout le système énergétique qu'il faut repenser dans son ensemble. Ce n'est pas juste « relançons la production de pétrole ». Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les marchés boursiers disent « Eh bien, il doit bien y avoir un juste milieu », comme si tout le monde pouvait y trouver son compte. Ils imaginent une position intermédiaire entre une dépression mondiale et une reddition totale de l'Iran, avec en plus un transfert complet du contrôle international du commerce du pétrole vers les États-Unis, pour en faire une arme, pour devenir en quelque sorte le dictateur du monde et imposer au reste de la planète les conséquences qu'on risque de voir aujourd'hui avec la destruction du commerce de l'OPEP. Voilà le choix. Et ce choix semble impensable pour les grands investisseurs qui se trouvent derrière les marchés d'actions et d'obligations. Mais ce que vous décrivez, en fait, c'est une destruction économique, mutuelle, assurée. Et je comprends pourquoi. D'ailleurs, je crois que vous avez utilisé ce terme aussi dans votre article. Mais je comprends pourquoi l'Iran agit ainsi, parce qu'en réalité, personne n'est venu à son secours. C'est-à-dire que quand les États-Unis et Israël ont attaqué de cette manière, de façon très brutale aussi, en détruisant ces infrastructures, en visant les réacteurs nucléaires, en parlant même d'anéantir toute une civilisation. Ce que j'ai vu dans la presse européenne, c'était plutôt, eh bien, maintenant, les Iraniens vont enfin avoir la liberté. Maintenant que nous avons, vous savez, en gros, au début, presque tous les articles parlaient de comment légitimer tout ça. Personne ne parlait de droit international, ni de faire marche arrière.
Donc encore une fois, si ce sont seulement eux qui risquent d'être détruits, la destruction de leur civilisation, évidemment qu'ils veulent réagir de cette façon. Mais ça ressemble quand même à une sorte de destruction mutuelle assurée. Et puis les États-Unis, enfin. Ils ne veulent pas que le système économique international s'effondre complètement, mais ils ne veulent pas non plus renoncer à leur domination. Alors selon vous, vers quoi tout ça se dirige? Est-ce que... Il préférerait faire s'effondrer toute l'économie mondiale et lui-même, plutôt que de renoncer à sa domination. Il est prêt à tout faire exploser. Et puis il y a la personnalité de Trump. Il veut être célèbre. Et comment peut-on être plus célèbre qu'en mettant fin à la civilisation, en provoquant une guerre atomique dont la reconstruction prendrait 1000 ans? Il passerait à l'histoire comme celui qui a mis fin au monde entier, à toute une époque de la civilisation. Il a une motivation pour faire sauter le monde. Et il a nommé Hegseth à la tête du département de la guerre. C'est un fanatique religieux, un de ces fous de Jésus, qui croit que, si on met fin à la civilisation, Jésus reviendra, qu'il sauvera les chrétiens, les enverra tous au paradis, et que tout le reste de l'humanité ira en enfer. Ce sont des gens complètement déconnectés qui sont aux commandes. Donc on n'est pas dans une situation qu'on peut gérer avec des modèles rationnels. C'est un modèle irrationnel, comme on l'a vu dans tous les articles de presse sur les disputes qui éclatent dans la salle de crise de la Maison-Blanche, quand les généraux refusent tout simplement de donner à Trump les codes de la bombe atomique, parce qu'ils disent qu'il aurait pu s'en servir samedi dernier. C'est à ce point-là que ça devient fou. He would have used it last Saturday. That's how crazy it is.